de promotion de la culture, des écrits, des savoirs et des gens du savoir. Pour ce numéro, nous nous intéresserons à la suite de la précédente émission qui a porté sur le rêve burkinabé de Hyacinthe W. Ouédraogo. Ce livre qui a été publié aux éditions Ecovie a été préfacé par le professeur Moustapha Gomnibou. Alors, bonsoir, M. Ouédraogo. Oui, bonsoir, M. Meda. Alors, bienvenue encore au Quartier des Arts pour la suite et la fin de l'émission. Merci pour l'invitation. Okay. Je suis très ravi d'être sur le plateau avec vous. D'accord. Alors, donc, on revient rapidement au livre. Vous aviez toujours dans le diagnostic des causes. Vous pensez que l'abandon de la culture et des valeurs traditionnelles pourrait être une des causes de tout ce que vous avez dépeint. Alors, est-ce que cette erreur, cet abandon de la culture et des valeurs traditionnelles est imputable encore aux colons? Je disais que le colon n'est pas responsable parce que le colon a fait sa part et il est parti. Il y a des pays qui ont aussi subi la colonisation, mais qui ont su se rattraper à partir donc des indépendances. Et le cas de notre voisin, le Ghana, c'est un cas probant qui prouve qu'au-delà des politiques coloniales, les politiques nationales nées des indépendances pouvaient inverser la tendance et nous offrir une expression culturelle accrue qui pouvait aussi être source de développement endogène. Et justement, en dehors de ce que nous savons, la Semaine nationale de la culture et tout ce que nous savons initier pour la promotion de ces valeurs culturelles, qu'est-ce qui peut se faire en plus pour amener le retour, n'est-ce pas, à la culture et aux valeurs traditionnelles? Il faut, par exemple, promouvoir les langues depuis les cellules familiales. Si je suis burkinabé, Mouaga, Dagara, Gouroussi ou encore Lobi ou Gourmachi et je ne peux pas m'exprimer dans ma langue, alors je crois que c'est déjà un fait qu'il faut déplorer. Parce que comme l'a dit le professeur Joseph Kizerbo, la langue est le véhicule de notre culture. En effet. Tout commence par là. C'est ça. Et il a aussi dit que notre culture est comme la matrice de notre identité. Donc ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir depuis la cellule familiale, depuis le préscolaire et le primaire, promouvoir le contact entre les enfants et les cultures locales. Et justement, cela passe également par la valorisation de nos noms, de nos prénoms en langue. Mais je vois bien que sur l'ouvrage, vous avez mis en berne à travers le W, ça doit traduire, n'est-ce pas, votre nom. Et est-ce que cela également ne contribue pas Voilà. Ça, c'est peut-être des questions techniques qui ne sont pas liées à moi, parce que je n'ai pas fait la maquette. Mais c'est moi qui ai rédigé ma biographie. Et vous verrez sur le dos du livre que le W, moi, je l'ai mis en expression. J'ai dit Wend Larima. C'est un nom qui veut dire que Dieu seul est roi. C'est ça. Voilà, mais pour des questions techniques, ceux qui ont fait la maquette ont mis W. Voilà. Sinon, je suis Mouaga, je parle Moré, et je crois que c'est pas seulement ça. Et on tente, nous sommes déjà produits d'un système, nous tentons d'inverser la tendance. Même si nous sommes déjà victimes, il ne faudra pas que les générations à venir subissent le même sort que nous. Voilà. D'accord. Et vous dites également, à juste titre, qu'il y a une absence d'une forte identité nationale. À qui on peut imputer cette responsabilité? Moi, j'impute cette responsabilité à nos décideurs politiques. Dans le livre, j'ai dit, il faut qu'on trouve des voies et moyens pour inculquer à la jeunesse burkinabé l'identité nationale et les valeurs républicaines. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, il a dit que c'est avec une nation forte qu'on peut bâtir un État fort. Aujourd'hui, c'est comme si nous, Burkinabés ou Africains en général, on veut sauter la nationalité, les valeurs nationales, telles que l'intégrité. Quand on retourne chacun dans son village, dans son ethnie, il y a des valeurs qui sont prônées, auxquelles même on n'ose pas, on n'ose pas enfreindre. Parce qu'on sait que c'est plus ou moins inné.
Et ceux qui osent enfreindre ces lois le plus souvent se retrouvent bannis. C'est comme des codes installés dans la mentalité. Si l'État pouvait partir de là, cultiver les valeurs nationales, l'hospitalité, l'intégralité et l'intégrité, on peut, après ce premier processus, parler maintenant de bâtir un État fort. Comme à quelqu'un qui ne respecte pas son voisin, qui n'est pas hospitalier, qui n'a pas de l'amour, qui ne sait pas pardonner, peut devenir un bon maire, un bon député ou bien un bon fonctionnaire. Donc il faut, pour moi, construire une identité nationale et inculquer les valeurs républicaines. Ensuite, maintenant, à la jeunesse, c'est ça qui va permettre aux gens. Par exemple, j'ai pris l'exemple des États-Unis ou encore, par exemple, des pays arabes. Un arabe a une forte identité liée à sa croyance religieuse, liée à son pays. Je vous assure que tout le monde le sait, l'arabe, il est prêt pour mourir pour la cause qu'il défend. L'américain, il est fier d'être américain. Il sait qu'est-ce que américain, ça veut dire quoi. Et ils ont bâti cette image. Mais chez nous, qu'est-ce que le Burkinabé... Au-delà des slogans, est-ce que la fierté d'être burkinabé, elle est manifeste? Elle n'est pas manifeste, cette fierté. Il faudra travailler à ce que les gens soient fiers d'être burkinabé, à ce que les gens respectent les valeurs que énoncées par notre constitution. C'est ce que donc je voulais dire dans ce point lié à l'identité nationale et aux valeurs républicaines. D'accord. Et justement, toujours dans le diagnostic à la page 148, vous décortiquez la malgouvernance qui est d'ordre politique, administratif, mais aussi l'impunité et l'injustice sociale. Alors donc, pour vous, ce sont tous ces éléments, n'est-ce pas, qui entraînent toute cette situation déplorable que nous connaissons. Oui, pour moi, c'est vrai. J'accuse les populations quand elles vivent dans l'incivisme, dans la corruption, dans le laxisme. Mais quelque part, Jérémy Sigué l'a dit dans son ouvrage, que j'ai aussi exploité, il dit que c'est du sommet de la malgouvernance que découlent les racines de la corruption et un peu de la voyoucratie. Si je vais peut-être emboucher la même trompette, je dirais que quand les populations à la base observent que ceux qui sont au sommet ne respectent même pas leurs engagements, alors ces populations, on a beau leur parler d'intégrité, on a beau leur parler de sacrifice au travail, on a beau leur dire d'être patriotes, le discours va passer difficilement. Donc je crois que la malgouvernance dans son ensemble, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit même liée à la gestion dans les cités et autres, tout cela aussi cultive le manque de patriotisme, cultive l'incivisme, cultive la mauvaise mentalité qu'on retrouve donc, au niveau donc, des Burkinabés. Alors, chers gouvernants, vous êtes interpellés. Il faut la gouvernance par le modèle. Quand on demande aux gens de serrer la ceinture, alors on doit voir les gouvernants également commencer par serrer. Et là, c'est plus facile, hein, n'est-ce pas, aux gouvernés de le faire. Alors donc, après ce diagnostic sans complaisance que vous avez fait, à partir de la page 171, vous proposez des voies de sortie. Et pour commencer, vous estimez qu'il faut démasquer le mensonge en imposant la vérité. Alors, quels sont les mensonges que vous considérez nécessaires à démasquer? Oui, il faut dire que depuis la colonisation, on nous a imposé des demi-vérités. Et une demi-vérité est un demi-mensonge. Il faut donc rejeter ces choses. Et je commence par notre histoire. Quand on nous dit que nous n'avons pas d'histoire, ou bien que c'est une histoire qui n'est pas glorieuse, je dis dans le livre, non, nous avons une histoire glorieuse. Nous avons eu des fondateurs de royaumes qui sont aussi des héros. Si la France valorise Charles de Gaulle, valorise Napoléon, mais nous aussi, nous avons des conquérants. Et dans toutes les sociétés burkinabées, on retrouve ces fondateurs de royaumes ou ces patriarches dans les sociétés. Et si nous partons au niveau du milieu naturel, on nous dit que le Burkina Faso est mal loti, que c'est un pays pauvre, un pays sans accès à la mer. Mais ce n'est pas le manque d'accès à la mer qui va faire notre misère. Et malheureusement, comme des perroquets, nous répétons à la suite de ceux-là qui l'ont pensé, voilà, nous sommes pauvres, nous sommes... Et je montre, je prends au moins 5 exemples pour montrer que nous sommes bien lotis. D'ailleurs, notre Sahel,
que tout le monde pense que c'est une malédiction. Moi, je crois que c'est une bénédiction. Non seulement, aujourd'hui, il est démontré que dans le sous-sol donc, du Sahel, on peut exploiter du pétrole et il n'est pas exclu qu'on y exploite du gaz naturel. Et plus d'un analyste pense que ce que nous vivons comme instabilité liée aux attaques terroristes serait un peu lié à la richesse dont regorge cette partie. Et donc, nous avons face à une sorte de terrorisme territorial juste pour un peu annexer cette zone débordante de richesse. Cette vérité n'est pas exclue parce qu'on a vu aussi ailleurs, on a vu en RDC que la richesse de ce pays a aussi fait le lit de ses malheurs. Et je montre que le Sahel, si on prend le soleil au Burkina Faso, je dis que c'est la première richesse naturelle offerte par le créateur au Burkina Faso, mais qui malheureusement est mal exploitée. Il n'est pas explicable et compréhensible que dans ce Burkina du 21e siècle, en dépit de cette énergie solaire que nous avons, qu'il y a encore des villages qui manquent d'électricité, que nous devions encore couper le bois, c'est-à-dire favoriser la désertification, alors qu'on pouvait exploiter le soleil pour le bois pour je vais dire la cuisine. Pour tous les besoins liés donc à la vie des hommes. Et je montre aussi toujours que il y a un mensonge à démasquer au niveau de notre culture. Nous l'avons déjà souligné, ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Et bien d'autres domaines, ou par exemple au niveau du capital humain, où je montre que nous avons eu des grands hommes qui ont aussi marqué l'histoire. Et je dis que nous avons participé au développement d'autres colonies, telles que le Ghana, telles que la Côte d'Ivoire. Donc il y a autant de réalités, comme le temps aussi nous manque. Il y a également des mensonges d'ordre religieux qu'il faut encore démasquer quand on présente les pratiques africaines comme étant sataniques, comme étant, ce n'est pas de la vérité. Quand on dit qu'en Afrique on adore des dieux, alors c'est des mensonges aussi historiques. Voilà qu'il faille relever. Je crois que dans le livre, je souligne ça et je dis que nous avons des valeurs, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient culturelles, qu'il faut comprendre et valoriser que de faire table rase du passé pour tenter de construire le futur sur des fondements extérieurs. Ça ne pourra nous amener nulle part. Et pour vous, en résumé, vous pensez qu'il faut faire ce retour vers le savoir endogène, chercher à le maîtriser, à le connaître, et une fois maîtrisé, le faire savoir, pour un peu paraphraser le président Thomas Sankara, qui disait que les musiciens chantent non seulement le passé glorieux de notre peuple, mais aussi son avenir radieux et prometteur. Donc pour vous, il y a un effort d'aller vers la connaissance et une fois acquise, qu'on le fasse savoir. Effectivement. Si j'ai pris cette citation, c'est juste pour montrer que on dit que sans histoire, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ça vient donc du professeur Joseph Kizerbo. Si on accepte qu'on n'a pas d'histoire, automatiquement on accepte qu'on n'a pas de futur. Il faut s'appuyer sur le passé des autres pour bâtir un futur qui sera toujours impossible. Je montre que nos valeurs, dans ce livre, je les expose, mais c'est que d'autres écrits aussi les exposent. Quand on parcourt les écrits donc, du professeur Joseph Kizerbo, quand on écoute les professeurs, les Laurent Barré, autres, on s'aperçoit que nous avons un fond historique, culturel. Il faudra maintenant les valoriser. En écrivant, tout le monde ne pourra pas lire. Mais les musiciens et d'autres acteurs peuvent se joindre dans cette bataille. Cette bataille de la valorisation de l'ensemble du patrimoine burkinabé. Qu'il soit culturel, qu'il soit historique, qu'il soit naturel. Pour que, si les gens acceptent qu'il y a un fond, qu'il y a des richesses, alors on pourra les promouvoir et aussi... Et justement, c'est ce que le révolutionnaire Sékou Touré a réussi avec les groupes MBA Jazz qui ont chanté les hauts faits à travers plusieurs titres, Regarde sur le passé, où voilà, c'était vraiment de véritables cours d'histoire chantés. C'est ça. C'est ça aussi qui fait ce que j'ai dit, l'identité nationale. Quand on sait que voilà, nous avons un passé, nous avons des gens glorieux, on n'enviera pas les exploits qui viennent d'ailleurs, on va aussi tenter. Si nous avons des grands-parents qui sont valeureux, nous sommes aussi valeureux. Parce qu'on dit à toute histoire valeureuse, un peuple valeureux. C'est ça. Donc en plus des deux solutions que nous avons abordées tout de suite,
Quelles sont voilà, les autres propositions que vous avez pour vraiment sortir de cette situation très peu appréciable? Moi, je pars, mes deux chapitres, le chapitre 7 et le chapitre 8 en parlent. Ouais. Chapitre 8, je dis, il faut préparer donc le succès. Okay. Et le chapitre 8, je dis, l'impossible est possible. Voilà, parce que je pense que le développement du pays est avant tout le développement de chaque citoyen burkinabé. Okay. Ce sont nos batailles, nos victoires personnelles qui feront des victoires nationales. Ah ouais. Si je suis victorieux, si notre association ou bien notre service est victorieux, on va aller de victoire en victoire et le cumul fera le succès national. Donc je dis, il faut qu'au plan individuel, que chaque personne prépare le succès. Et je montre dans le livre, selon mes recherches sur le développement personnel, quelles sont les lois naturelles, pratiques et les lois spirituelles qu'on doit conjuguer. La vision... C'est ce qui vous amène à considérer que l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. L'impossible est impossible, c'est dans la tête. Si la tête dit que c'est possible, la mentalité est révolutionnée. On conjugue la conscience et le pouvoir du subconscient que le Créateur a permis à chaque être humain d'avoir, alors on aboutit donc à cette formule, l'impossible est possible. Ouais. Voilà. Et je dis, on prépare un succès à long terme, comme un arbre qu'on plante aujourd'hui pour cueillir les fruits demain. Voilà. Et le mal étant profond, alors pensez-vous qu'il y a un prix à payer pour, n'est-ce pas, relever tout ce que vous dites comme défi? Il y a un prix à payer. Et je crois que le premier prix à payer, c'est la conscientisation. Il faut changer les pensées des gens. Je disais, je ne sais où encore, que c'est comme si on a des Burkinabés qui vivent au Burkina, mais dont les âmes sont hors du Burkina Faso. Parce que près de 80% des Burkinabés désirent aller vivre à l'étranger. Ouais. Ils sont prêts pour aller en France, aux États-Unis, ailleurs. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir les âmes. Même en étant ici, ils vivent comme là-bas, par l'accoutrement, même la manière de parler, tout. Effectivement. Ouais. Donc, je vais dire, il faut... La première bataille, c'est la conscientisation. Aujourd'hui... La décolonisation mentale. C'est ça. Il faut que les consciences soient décolonisées. Il faut que les consciences soient libérées. Il faut que tout le monde accepte que le Burkina Faso n'est pas un pays maudit. Ce n'est pas un pays sans avenir. En dépit des difficultés que nous avons, c'est un pays... Si les gens se lèvent aujourd'hui, comme dans le livre, je parle du prix à payer, la conscientisation, l'engagement et l'impact. Parce que toute personne conscientisée doit se lever. Ça, c'est l'engagement. Et à l'engagement, il faut aboutir donc à l'impact. D'accord. Et justement, allons vers maintenant l'aboutissement de toute cette démarche qui est le rêve burkinabé. Alors, pour vous, au regard de tout ce que vous avez déjà dit, comment parviendrons-nous à bâtir ce rêve burkinabé, rêve tant déterminant pour, n'est-ce pas, notre décollage, on va le dire ainsi? Ok, pour moi, le rêve burkinabé, pour que on aboutisse à une transformation nationale qualitative et même accélérée, il faudra commencer par renverser les tendances fâcheuses actuellement. Et au chapitre 9, je reviens dessus quand je dis que c'est l'heure du réveil et de l'action. Il y a des réalités contrastantes actuellement qu'il faut vaincre. Le problème d'unité nationale. Il n'y a pas de victoire tant qu'il n'y aura pas d'unité. Ce n'est pas seul qu'on pourra vaincre le terrorisme, qu'on pourra vaincre le sous-développement. Mais justement, également, quand on voit certaines personnes faire des analyses sur l'unité nationale, ce sont des analyses de complaisance. Parce qu'on veut souvent se chatouiller pour rire. Il faut faire un diagnostic sans complaisance, savoir que l'unité nationale est en mal et chercher les causes pour pouvoir solutionner cela. Et dans ce sous-point du chapitre 9, pour moi, j'expose la part des gouvernants, j'expose la part de l'opposition, j'expose la part des organisations syndicales qui souvent aussi tombent dans l'exagération, et je montre aussi la responsabilité du peuple. Chacun a sa part de responsabilité et il faut, dans ce problème de cohésion nationale, que chacun mette de l'eau
dans son vin. Personne n'a tort, personne n'a raison. Et je dis aussi, il faut régler la question de notre armée. Avant qu'on ne vienne à l'armée, est-ce que vous ne pensez pas que la perspective vraiment de bâtir un État-nation, la soixantaine de nationalités que nous avons, constitue une sorte d'entrave, de frein vers, n'est-ce pas, cet État-nation? Non, moi je crois que c'est une question de complémentarité. Nos différentes ethnies, mais elles ont existé depuis des siècles. Même s'il y a eu souvent des guerres, on a trouvé des mécanismes traditionnels pour aller au-delà de la guerre, parler donc de réconciliation. Donc je crois que, et déjà au Burkina Faso, la parenté à plaisanterie est un élément fort pour unir les peuples. Que tu viennes du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, il y a des ponts sociaux qui existent au Burkina Faso qui peuvent permettre la cohésion sociale. Et je crois que c'est peut-être un manque de volonté politique ou d'engagement réel sur le plan politique. Sinon, les populations peuvent être prêtes. Mais si les collectivités territoriales ou bien les différents ministères en charge de la question ne travaillent pas, et s'il y a aussi des clivages politiques, parce que le plus souvent, les intérêts politiques priment sur l'intérêt même de la nation. En effet. Voilà, ce qui fait que il faut que, comme je l'ai dit, que chacun, dans le livre je le souligne, l'intérêt premier d'un être humain ne doit pas être pour lui-même, mais pour la nation. Et j'ai dit dans le livre, même s'il faut qu'un parti politique soit dissous, même s'il faut qu'un homme politique quitte la scène politique, pourvu que cette personne mette en premier lieu, au lieu suprême, l'intérêt donc de la nation. Et justement, on va dire malheureusement, les politiques ont travaillé à agrandir le fossé quand aujourd'hui c'est une politique régionale où il faut forcément penser que on est issu de cette localité, nous avons la priorité, c'est nous qui devons être les maires de la localité, c'est nous qui devons être les localités et les députés de la localité. C'est vraiment ces situations qu'il faut parvenir à rompre. Tout Burkinabé a tous les droits partout et peut aller où il veut, se faire élire, et ça ne devrait pas choquer les gens de la localité. Effectivement, parce que si nous sommes burkinabés, si je suis au nord, je suis burkinabé, si je suis au sud, je suis burkinabé. Je crois que si dans l'ancien temps, on ne pouvait pas être maire dans une localité dont on n'est pas ressortissant. Mais de nos jours, heureusement, ce problème a été réglé. Je crois que c'est un facteur qui peut servir à unir les Burkinabés. Et je crois que, comme vous l'avez dit, la soixantaine des ethnies que nous avons, pour moi, est un atout. Parce que l'Europe a plus de divisions internes que nous. Il n'y a pas eu un continent où il y a eu des guerres comme en Europe, mais quand même aujourd'hui, on parle d'unité dans la diversité. Et nous pouvons aussi donc accepter cette même dynamique. Et donc, pour vous résumer, le rêve burkinabé, en quelques étapes, comment il se construit? Pour moi, le rêve burkinabé, il faut, comme je l'ai dit, changer la conscience des gens. Ensuite, amener les gens à se remettre en cause. Éviter les excuses. Que chacun se lève. Laisse tomber la paresse. Que chacun accepte qu'il a sa partition à jouer. Et que chacun découvre son leadership. Dans le livre, je parle de leadership. Chacun découvre son leadership. Parce que personne n'est sur terre par hasard ou pour suivre les autres. Chacun est là pour initier des actions concrètes de développement. Et si d'autres sont appelés au niveau donc du sport, d'autres au niveau de la musique, d'autres au niveau je ne sais quoi, c'est de concert que de bataille personnelle en bataille personnelle que nous allons réussir. Et je dis, dans ce rêve burkinabé, je dis que chaque burkinabé doit accepter que le futur ne peut qu'être radieux pour le Burkina Faso. Dans une décennie, 2 décennies, 3 décennies, nous devons arriver à renverser les tendances fâcheuses en réalité agréables. Et je dis qu'il y a des secteurs qu'il faut développer, l'agriculture, il y a des secteurs qu'il faut développer, tels que l'éducation et l'élevage et autres. C'est des éléments que j'évoque dans le livre. Et à la fin, je dis, dans ce rêve, j'invite chaque Burkinabé à voir un Burkina radieux, un Burkina où il y a des vallées aménagées pour l'agriculture, un Burkina où nous remportons
des CAN, des Coupes du Monde, où nos joueurs remportent des ballons d'or africains, comme les Sadio Mané, mais aussi des ballons d'or internationaux, comme Lionel Messi. Je parle, je nous vois construire des universités de renom international, et je nous vois avoir notre propre monnaie, ou une monnaie CEDEAO, affranchie de la tutelle française. Je nous vois avoir les meilleures banques de l'Afrique et du monde. Je vois la SNC, le FESPACO, le CIAO, avoir aussi la même renommée internationale, comme le Festival de Cannes, comme les Oscars. Et voilà, c'est ce que je vois. Pour peu que les gouvernants internalisent ce rêve et en fassent une vision pour voilà, l'horizon, voilà, dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans. En fait, c'est une vision qui doit être impulsée par les plus hautes autorités. Et chaque Burkinabé au quotidien adhère et travaille à l'atteinte, n'est-ce pas, de cet idéal. C'est ça. Et comme j'aime le dire, il y a un prix à payer. Absolument. Et c'est la souffrance. Et sous la révolution, si la révolution a échoué, j'aime le dire, dans le livre je l'ai dit, c'est vrai, c'est des militaires qui ont tiré sur le président Sankara, qui ont mis fin à cette révolution. Mais le peuple aussi est quelque part responsable. Parce qu'en temps on a senti, que ce soit les partis, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit des voix qui s'élevaient pour dire que on a trop serré la ceinture. Les gens veulent respirer. Et quand on n'est pas prêt pour le sacrifice, il ne faut pas espérer que demain sera meilleur. La question qui se pose, est-ce que ce peuple est prêt au sacrifice aujourd'hui? Effectivement. Moi, j'ai dit dans le livre que aujourd'hui, ce n'est pas sûr que si le président Thomas Sankara revenait à la vie et qu'il décidait d'appliquer la même politique qu'il a appliquée en 83, de 83 à 87, je suis sûr aujourd'hui, il fera moins de 3 ans. Et ça ne sera pas les militaires qui vont mettre fin à sa vie, ça sera les jeunes, beaucoup de jeunes dans leur irresponsabilité, beaucoup de fonctionnaires dans leur habitude de détournement, de corruption, de laxisme, qui vont mettre fin à sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit... Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je vais finir mon idée. Très rapidement, nous sommes pris par le temps. 5 secondes. Il faut commencer par révolutionner la mentalité des gens. Il faut travailler, il faut être sérieux. On ne réussit pas en dormant, on ne réussit pas en n'ayant pas dans la vie un but, un objectif. Il faut définir une mission, il faut avoir un rêve, il faut poursuivre ce rêve. Voilà qui est bien dit. Alors le livre, il coûte combien ou on peut l'avoir pour les téléspectateurs qui désirent? Le livre coûte 6 000 francs. 6 000 francs, parce qu'il fait 360 pages. Le volumineux, il coûte 6 000 francs seulement. Je crois que c'est un prix abordable. Et on peut le trouver à Ouagadougou, à Jeunesse d'Afrique et à Mercury. En face aussi de l'université de Ouagadougou et en face du Sénaza. Et dans d'autres villes du Burkina, toutes les grandes villes du Burkina. Voilà. Alors on vous dit merci d'être venu au quartier des Arts. Merci bien M. Meda et merci à toute la maison Burkina Info. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi fini pour la seconde partie de l'émission sur le rêve burkinabé de Hyacinthe Ouedraogo. Il faut préciser que ce livre, Le rêve burkinabé, vient nous rappeler qu'il n'y a point de fatalité, que rien n'est impossible. Le rêve pour un Burkina meilleur doit être avant tout le rêve de chacun des Burkinabés. Cependant, après le rêve, il nous faut nous réveiller calmement pour aller d'un trait jusqu'au bout de notre rêve sans jamais nous laisser décourager, pour paraphraser Walt Disney. Excellente soirée à vous et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.